Grand B, le temps subjectif. Petit 1, le procès de production et l'être pour la mort. Aussi voilà cet individu en pleine déshérence, bien avancé d'avoir cédé sa place dans l'être pour la contingence originelle du genre. Et il n'est plus question de revenir à un être qui n'a plus besoin de lui pour être, l'étant devenu en s'identifiant au temps du genre, celui qui fait la toute-puissance de la substance. L'individu ne peut se refaire qu'en reprenant du service dans un genre qui non seulement veut un autre service promotionnel, mais l'impose, sélection naturelle, comme statut de la subjectivité. C'est toujours le même problème, deux points. Le besoin de cerveau, renouvellement vitaliste de la matière grise, sélection des compétences pour gérer l'espèce. La substance ne peut que surenchérir en son exclusion du temps du sujet, puisque celui-ci est révélateur de la mort. Déjà, la logique de l'être accordait peu de place à la mort, simple jeu organique de la relève des générations, simple échange espèce-individu. Mais l'être est soumis au devenir, à la temporalité. Ce n'est pas une bûche, une force d'inertie. Le principe évolutionniste lui-même intervient comme dénégation de la mort. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et comment pourrait-il y avoir la mort quand il n'y a pas de subjectivité? Il faut que l'homme devienne être pour la mort, pour que la mort apparaisse pour ce qu'elle est. Avant l'hominisation, avant l'homo erectus, il n'y aurait pas de mort? Bien sûr que si, mais c'est une mort comme il le faut, naturelle. Elle n'est pas scandaleuse, épouvantable. C'est une mort reçue. C'est une mort dans le genre, dans l'être. Il n'y a pas le scandale de la mort, mesure de la subjectivité. L'être n'a pas le temps de se regarder mourir. Pourquoi faire? Sa temporalité est celle du devenir, autoproduction du temps et mouvement perpétuel. Certes, la peur de la mort apparaîtrait chez l'animal. Simple jeu de machine, dirait un cartésien néo-kantien. Le temps-substance peut se débarrasser de la mort sans faire d'histoire. Le scandale. L'être ignore la mort alors que le genre la reconnaît. La subjectivité. Aussi le procès de production pourra-t-il s'en prendre à une mort si évasive qui n'est qu'un fonctionnement organique. Il saura faire avec. Il ne s'en prendra pas à la mort de l'édification religieuse, spirituelle, mythique, mais à la mort ordinaire, prosaïque, archaïque. La subjectivité, en sa dimension historique, en son surgissement dans l'histoire du genre, est donc à la fois abandonnée par l'être et rejetée par la substance. C'est une double procédure d'exclusion. C'est le statut de l'homme originel, de sa contingence, déréliction et déshérence. Aussi l'individu en proie à la subjectivité ne peut compter que sur lui-même. Passer de cette contingence à la nécessité sera le processus d'autonomisation du sujet. Celui-ci est condamné à la liberté, du genre. Il ne pourra s'en sortir que par les moyens du bord, ce à quoi il est réduit. C'est le survivre. Donc, maintenant on passe au petit 2, qui s'intitule « Du temps en boucle au temps en nœud de lacet ». Les deux temps faisant référence aux deux schémas là qu'on a dans le livre. Définir la subjectivité passe par un traité de convertibilité du temps selon les qualités déjà repérées. Équivalence, transformation, fusion. L'individu est l'acteur de ce montage. Le devenir du devenir est le temps matriciel. Une finalité sans représentation de fin, dépourvue de sens. Le procès de production apporte la finalité qui s'impose à tout ce qui a précédé. C'est la temporalité du travail qui dégage la logique commune au temps et au réel. Cette logique sera celle de la subjectivité. Celle-ci est aussi un montage, une autoproduction. Mais le procès de production devient la temporalité de toute chose. C'est lui qui confère le sens au genre humain. Le temps imparti et conquis peut devenir subjectivité. Ce sera le passage du temps en boucle au temps en nœud de lacet. La subjectivité va créer son propre temps. De point, une temporalité ex nihilo. Nous proposerons les deux schémas ci-dessous. Ces deux schémas permettront de préciser les modalités du parcours du temps selon la complexité du temps subjectif. La première temporalité, on vient de l'établir,
est celle du quasi-continuum, du temps matriciel et du temps individuel. Le temps s'écoule sans être retenu par une quelconque détermination ou catégorie de l'individu. Cette temporalité est celle de la maximale expression de l'être et de la moindre réalité du genre. Cela commence donc par le temps matriciel, l'écoulement de l'être qui pénètre la corporéité. Mais au terme du second moment, sera abolie cette traversée sans histoire de la quasi-immanence de l'être et de l'individu, de l'ontologie. C'est l'intentionnalité devenue procès de production qui assure le continuum, ce qui reste de l'être après la destitution qu'apporte le genre. Cette intentionnalité, du coup, se fait pure logique, sans retenue de l'être et du genre, pure propriété du persévérer dans l'être pour devoir faire. C'est le moment du genre où l'intentionnalité devient subjectivité. Cette transformation s'opère pour deux raisons. Comme adaptation au mouvement du genre et de l'être, filet logique, résiduel, condensé de sens en devenir, acquisition et transmission. Et aussi comme création évolutive de la temporalité, qui fabrique la subjectivité, du processus qui permet à l'individu de s'adapter au temps nouveau. C'est le moment figuré par le temps en nœud de lacet. Il se constitue en dualité corps-sujet, dédoublement du temps par un acte du temps, auto-engendrement, comme l'évolutionnisme élémentaire le fait avec la parthénogénèse. Le temps matriciel, qui ne fait que traverser l'individu, celui de l'immanence à l'être, est alors saisi, appréhendé, étranglé par un nœud de lacet, comme une valvule qui empêche le retour à ce temps matriciel et qui renvoie la temporalité conquise à une nouvelle circularité. Celle-ci fonctionne elle aussi comme le mouvement perpétuel, car temps résiduel, interne, qui devient un autre échange du temps, celui de l'appropriation du temps par le sujet, un temps conquis. Voilà, et donc on arrive au petit 3, qui s'appelle la subjectivité et le savoir de la finitude. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on lit le petit 3 ou est-ce qu'on éventuellement on lit le page 182 sur la même chose en gros? Je pense qu'on peut lire le petit 3 et petit passer 3. après à la page 182. Ok, d'accord, très bien. Donc, petit 3, la subjectivité est le savoir de la finitude. La subjectivité apparaît alors comme opérationnelle. C'est un moment crucial qui cache encore le mystère de la subjectivité, lequel, d'insoupçonné, passera comme allant de soi une fois révélé. Elle est la complexification qui rend compte d'un développement décisif du genre humain. La subjectivité est la résolution qui reprend l'antériorité de l'être, le persévérer dans l'être, en tant que présence du devoir-faire. Toute une problématique est résolue. De toute l'évolution, il ne reste que l'universel. La subjectivité. De l'être, il ne reste que sa logique. De celle-ci, il ne reste que l'universel. Le devoir-faire. Faire comme l'être pour devoir faire le genre. Aussi, cette subjectivité peut-elle être confondue avec la conscience, instinct divin. En se constituant comme temporalité autonome et autogestionnaire du corps, la subjectivité prend en charge le destin du monde. Alors l'intentionnalité se fait subjectivité, et celle-ci expression du corps. Il y a comme un transfert de compétences, de responsabilité, une passation de sens. De même que le genre prend en charge la logique de l'être, la subjectivité prend en charge la logique du genre, celle de la situation originelle, de la déshérence et de la contingence, situation de l'individu qui n'est plus dans l'être, mais qui n'est pas encore dans la praxis, individu qui apparaît en tant que fin de l'être et début du genre. La subjectivité n'est pas un commencement ex nihilo, une entité transcendante à l'évolution. Elle est le persévérer dans l'être pour devoir faire la corporéité. La subjectivité est à 3 temps. L'entrée du temps matriciel dans le corps, l'auto-engendrement d'une temporalité autonome, la sortie vers le temps du corps social. On peut déterminer logiquement ce moment d'accession à la subjectivité selon la loi de l'engendrement réciproque. C'est au moment où le temps-substance accède à son essence, l'identification du temps de l'être et de celui du procès de production, que la subjectivité accède à son existence. On peut maintenant faire apparaître le paradoxe de la subjectivité. Elle est un auto-engendrement, création de soi qui est création du monde. Chaque subjectivité a valeur universelle. Tous égaux devant le pouvoir de création de la subjectivité.
Elle naît du genre qui est né de l'être. Elle se développe à partir de son pouvoir d'engendrer le temps, de donner existence au temps, de construire son être temporel. Voilà, donc fin du P sur le temps subjectif. Est-ce que ça vous paraît plus clair que la fois dernière notamment ce temps en nœud de lacet. L'étranglement. Je pense que, par exemple, page 99, là, le dernier, qui résume un peu de manière globale quoi, le propos, donc c'est à l'avant-dernier paragraphe que tu viens de dire, donc la dernière phrase, c'est au moment où le temps-substance accède à son essence, donc l'identification du temps de l'être et de celui du procès de production, que la subjectivité accède à son existence. C'est un peu le... moi, je pense que c'est... Il en donne dans page 182 une autre définition, mais là, apparemment, la première boucle, dans le temps en nœud de lacet, le haut du 8, on va dire, quand on le regarde, à mon sens, ça doit être ce qu'il appelle le temps substance, c'est-à-dire le fait que, d'après ce que j'ai compris, pour faire le procès de production, il faut bien qu'il y ait du passé, du présent et du futur, une rétention de passé pour se projeter dans le futur. Et à mon avis, le bas du 8, ça serait plutôt ce qu'il appelle le temps subjectif. Et le temps substance permettant le temps subjectif, puisque la relation sujet-objet se fait à partir du moment où on peut transformer le monde par la praxis, donc un sujet puisse nommer les objets, et se nommant les objets, il se nomme lui-même. Disons que il se prend lui-même le sujet comme objet, et donc là on peut penser qu'effectivement ça soit le moment de ce temps subjectif, dont la particularité est aussi d'être le fait qu'il soit révélateur de la mort, finalement. Et ça induit aussi pas mal de... Oui, il dit la page 96... page 96 en haut, il dit la subjectivité, en sa dimension historique, en son surgissement dans l'histoire du genre, est donc à la fois abandonnée par l'être, puisqu'il c'est plus le temps matriciel qui fait simplement qu'à traverser, il y a la création d'un temps substance. Donc il n'est plus connecté en prise directe avec l'être, sans avoir à rien faire, et rejeté par la substance. Alors rejeté par la substance, à mon avis, c'est le fait que le fait même d'avoir accès à ce temps substance fait prendre connaissance à la subjectivité de sa propre mort. Et donc, après il dit, c'est une double procédure d'exclusion, c'est le statut de l'homme originel, de sa contingence. Aussi, l'individu en proie à la subjectivité ne peut compter que sur lui-même. Cette double procédure l'oblige finalement à survivre, finalement, et à dépasser le moment
de la contingence et arriver sera le processus d'autonomisation du sujet. C'est-à-dire que, de toute façon, et après la phrase d'après, il dit celui-ci est condamné à la liberté. Il ne pourra s'en sortir que par les moyens du bord, ce à quoi il est réduit, c'est le survivre. C'est-à-dire que cette double contrainte fait qu'il va être encore plus obligé de se débrouiller par lui-même pour survivre. Parce qu'après le survivre, il en fait tout un livre carrément qui consacre à ça. Moi, je pense que c'est le coup de l'étranglement, là, dans son temps d'essai, c'est un peu ça, c'est finalement le sujet qui peut avoir un regard sur lui-même. Il se prend lui-même pour objet, dans toute sa dimension évolutive, de la naissance et de la mort. Créative aussi, côté. Alors que l'animal, finalement, lui, l'animal, il est juste traversé par puisque lui n'a pas accès à ce temps substance qui lui permet de faire une division entre le passé, le présent et l'avenir, c'est ce que je comprends. Et encore moins, il n'est pas conscient de sa propre mort, puisqu'il n'a pas besoin il n'y a pas de dédoublement sujet-objet chez l'animal, puisqu'il ne transforme pas le monde et qu'il n'a pas besoin de nommer les choses pour le faire. Et de les prendre pour objet, pour les transformer. Moi, en tout cas, ça me fait penser à Hegel, tout ça. Enfin, je veux dire, le petit 3 que j'ai lu les 3 parties, et puis du coup, le petit 3, là, c'est ce qu'il y a de nouveau par rapport à la semaine dernière. Mais la phrase que j'ai lue, là, qui consacre finalement la subjectivité, quoi, qui dit que la subjectivité est la résolution qui reprend l'antériorité de l'être, en tant que présence du devoir-faire, et quand il dit que de toute évolution, il ne reste que l'universel, la subjectivité, là, à mon avis, on est dans Hegel, quoi. On est dans la liberté, la subjectivité libre et infinie, comme condition de la liberté, quoi. Donc, enfin, comme condition de la philosophie, en l'occurrence, mais là, pour moi, c'est prégnant, quoi. Et justement, après, la phrase qui suit, quand il dit de l'être, il ne reste que sa logique, de celle-ci, il ne reste que l'universel, c'est-à-dire en fait de la logique, il ne reste que l'universel, de point le devoir-faire. Là, on est à mon avis dans une conception de la liberté justement qui est assez hegelienne là pour le coup, quoi. Qui n'est pas le libre arbitre un peu créatif, narcissique, mais qui est justement une forme d'assomption, quoi, en quelque sorte. Là, il place ça dans son schéma où finalement le genre, pour pouvoir se perpétrer, va répéter la logique de l'être, mais après cette fait à l'extériorité, il faut qu'il persévère dans le devoir-faire. C'est ça. Et d'ailleurs, il le dit juste après, faire comme l'être pour devoir faire le genre. Donc, voilà. Chez Hegel, la créativité, c'est pas... La notion de créativité chez Hegel n'existe pas. Enfin, je veux dire, pas formulée d'un point de vue conceptuel, quoi. C'est dans l'esthétique. Dans l'esthétique, ouais, mais justement, c'est dans un sens peut-être un peu particulier, non ? Tu peux aller plus loin dans ce recours à Hegel, en fait, là. Expliquer... Bah, c'est-à-dire que c'est pas forcément aller très loin, c'est que là, ce que j'essayais de dire, parce que là, Thomas parlait de la créativité, quoi. Moi, j'ai pas lu l'esthétique de Hegel, hein, mais ce que je veux dire, c'est que la créativité, parfois, quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression que la créativité serait une des preuves de la liberté, quoi, en gros. Qu'il y a de la liberté quand il y a de la créativité, quoi. Et là, de ce que je vois dans ce schéma, alors peut-être qu'on n'en est pas encore arrivé, on n'a peut-être pas encore exploré assez la subjectivité, là, à ce niveau-là. Là, on l'a fait surgir, juste, quoi. Mais Est-ce qu'il parle de créativité ou...
Bah, c'est le mot qui a été prononcé, quoi. Après, là, dedans, je l'ai pas lu, en tout cas. Donc, Ouais, j'étendais un peu le concept de liberté, la créativité. Pour le moment, il y a deux temps. Il y a le temps de la substance, et puis le temps substance et le temps subjectif. Et après il va montrer comment il y a des médiations entre ces deux temps-là. Comment les paragraphes là, pour le moment, il essaye d'établir Est-ce qu'on essaye de lire la page 182 pour avoir un éclaircissement je veux bien essayer de dire, mais je calme de tout. Enfin, il parle peut-être pas de créativité, mais il utilise quand même le terme création de soi, qui est création du monde, quoi. À la fin du petit 3, dans le dernier chapitre, le paradoxe de la subjectivité est un auto-engendrement, création de soi qui est création du monde. C'est page combien? C'est page 99. Tous égaux devant le pouvoir de création de la subjectivité. Page 99, le dernier paragraphe, petit 3. Ça nécessite un effort d'appréhension dialectique, cette affaire-là. ouais. Colossal. Colossal. Je suis pas sûr qu'ici on parle de la subjectivité au sens de la subjectivité du sujet, enfin de l'individu. Je pense que c'est plus la subjectivité comme phénomène à l'intérieur du genre, l'émergence de la subjectivité comme phénomène à l'intérieur du genre dans son devenir spécifique d'hominisation. Et alors je me trompe, et dans cette perspective-là, la question de la liberté ne se pose pas dans un sens sartrien, je dirais, comme capacité de choix, de choisir. C'est la subjectivité en tant que processus, c'est un processus objectif de sortie des règles du genre et d'adaptabilité qui pousse, qui fait que la subjectivité émerge en tant que telle et se reconnaît comme telle. Et cette dialectique-là qui est difficile à comprendre, moi il me semble, hein. C'est cette dialectique-là qui est difficile à comprendre, comment on passe, c'est pour reprendre le parallélisme avec Hegel, qui est vraiment questionnant, le parallélisme avec Hegel. C'est le passage de l'en-soi du genre au pour-soi du genre par la subjectivité. Hein, c'est-à-dire le moment où le genre se constitue, s'affirme comme genre en se démarquant de l'être, et ensuite se pense comme genre. Pense comme genre. Tout ça pour répondre aux exigences de la praxis. Et en se pensant comme genre, il produit la subjectivité. Quand je parle d'efforts dialectiques, je pense que
quand on lit Hegel, il faut toujours se dire que la négativité est une positivité. C'est-à-dire que l'enchaînement des moments d'un processus dialectique commence toujours par une négativité. Il y a, pour X raisons, et là en l'occurrence le processus de production, la production, il y a contradiction, négativité dans le fonctionnement ordinaire du genre, et cette contradiction produit de la positivité, en ce sens qu'elle pousse le genre à sortir de lui-même en quelque sorte. Et puis on avait vu ça il y a 2 séances, c'était la question de la dialectique entre le collectif et la production de la conscience collective qui produit l'individualité. Il y avait ça. L'individu qui émerge du genre, parce que c'est une des conditions de sa survie, mais en même temps, en faisant ça, à la fois il remplit l'obligation de persister dans l'être, de persister dans le genre, et en même temps, il sort du genre en quelque sorte. Il devient autonome. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, page 96. Oui. C'est cette dialectique-là qui n'est pas facile à comprendre et à exprimer, il me semble. Après, le parallélisme avec Hegel, il faudrait le creuser, parce que il y a sans doute des choses importantes là-dedans. Chez Hegel, le moteur de l'histoire, c'est la conscience quand même. Enfin, c'est la conscience, c'est l'esprit. Là, c'est la production. C'est pas pareil. Donc, c'est intéressant de comprendre pourquoi, comment tout ça se ressemble, mais peut-être aussi ça se ressemble pas. Négativité, positivité. Positivité, négativité, donc. Est-ce que le concept de praxis, ça inclut pas la conscience, justement, l'unité, théorie, pratique, est-ce qu'il n'y a pas dans le concept de praxis l'idée aussi des capacités intellectuelles, de conscience La pour praxis, agir. elle a besoin de la subjectivité. C'est ça. Mais néanmoins, c'est la praxis qui est antérieure, parce qu'il y a besoin de praxis. Non, antérieure à quoi? Au niveau, je pense, ontologique, quoi. Le fait est que c'est plus la subjectivité, la praxis, la praxis qui a besoin de subjectivité, que la subjectivité qui a besoin de la praxis. Il y a quand même une antériorité ontologique à la praxis. Néanmoins, la praxis a besoin... la pratique, à l'activité, non, plutôt que praxis, parce que praxis, c'est pas... L'activité, oui, justement... c'est l'ensemble des activités. Le mouvement inclut, je sais pas, une réflexion sur ce qui se passe, sur l'activité, justement, et donc c'est plus quelque chose de nouveau qui apparaît par rapport à une pratique qui existe déjà, qu'on peut trouver justement dans la logique, des genres, avant le genre humain, qu'à un moment donné, je sais plus comment
qu'Oscar le formule, le conceptualise. Je crois que il y a une tentative de répondre à la question de comment on passe d'une praxis en soi à une praxis qui devient praxis consciente du sujet. C'est une vraie question. Parce que, à mon avis, je crois qu'il ne peut pas y avoir de praxis sans sujet. Ça, tu ne peux pas avoir à partir du moment où tu as praxis, ça veut dire que tu as transformation du monde, c'est-à-dire que tu as une relation dédoublement sujet-objet pour transformer le monde. Donc fatalement, il y a la subjectivité est intrinsèque quasiment. Mais la subjectivité, il me dit d'ailleurs, la subjectivité n'est pas, page 99, n'est pas un commencement ex nihilo, une entité transcendante à l'évolution. Elle ne tombe pas comme ça. Elle vient parce que la praxis, je pense, a besoin de... La praxis a besoin de... Donc si on applique à cette phrase toutes ses conséquences, ça veut dire que c'est la praxis qui génère la subjectivité, et qu'il y a une praxis sans subjectivité ou avec une subjectivité émergente. Voilà, une subjectivité émergente, ça se fait de manière... La subjectivité, c'est le produit de la praxis. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il fait... Parce que quand il montre la page 97, en fait, il fait pas intervenir la subjectivité tout de suite. Donc il a fait entre la page 97 et 98, là, il fait intervenir l'intentionnalité. Alors l'intentionnalité qui va se transformer en subjectivité. Mais pour moi, j'ai du mal à déconnecter l'intentionnalité de la subjectivité. C'est-à-dire pour qu'il y ait intentionnalité... ça ne n'arrive pas, parce qu'il dit c'est l'intentionnalité devenue procès de production qui assure le continuum, ce qui reste de l'être après la destitution qui apporte le genre. Cette intentionnalité, du coup, se fait pure logique, sans retenue de l'être et du genre, pure propriété du persévérer dans l'être pour devoir faire. C'est le moment du genre où l'intentionnalité devient subjectivité. Cette transformation s'opère pour deux raisons, comme adaptation au mouvement du genre et de l'être, philologique, résiduelle, condensée de sens pour devenir acquisition et transmission, et aussi comme création évolutive de la temporalité qui fabrique la subjectivité, du processus qui permet à l'individu de s'adapter au temps nouveau. En fait, quand on regarde son truc en nœud de lacet, il y a plusieurs choses qui se constituent en même temps, puisque là, ce dont j'ai l'impression qu'il appelle le temps-substance, c'est finalement cette rétention, possibilité de rétention du passé et puis de projection de l'avenir pour faire la praxis. Et au même moment, ça permet également la relation sujet-objet, donc ça suppose qu'il y a une subjectivité qui apparaisse. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se télescopent, si tu veux, finalement en peu de choses, et donc on a du mal à saisir les conditions d'émergence relatives les uns par rapport aux autres. C'est vrai que c'est pas très clair. Enfin, moi je comprends moins de ce point de vue-là. Ou alors il faut peut-être interpréter la subjectivité comme un ajout en quelque sorte, parce que en fait, quand on parle de Hegel, moi je suis pas un maître dialecticien, mais je veux dire, les moments de la négation de la négation,
l'hégémonisme, ça suffit pas à créer une positivité pour moi. Il faut un élément supplémentaire. C'est-à-dire que la négation de la négation, si on revient au point de départ, c'est qu'on est encore dans la logique classique, on n'est pas dans la synthèse. Et en fait, là, de ce que je crois comprendre, c'est que justement la subjectivité, il en fait en quelque sorte le tiers résolutoire. C'est-à-dire que pour passer du genre en soi au genre pour soi, il faut qu'il y ait un élément supplémentaire qui est la subjectivité. Parce que la semaine toutes ces problématiques autour de l'être et du genre, c'était fondé sur le fait qu'il y avait une contradiction ontologique entre le fait d'être et d'exister. Il y a une contradiction entre les deux, parce que c'est le devenir en fait qui crée cette contradiction-là. Et là, dans ce texte-là, de tout ce qu'on a vu, c'est l'idée que finalement l'être, il est par le temps. C'est pour ça qu'il y a un temps matriciel, et il ne peut exister que par l'individu. Enfin, dans les individus, quoi. Et c'est pour ça qu'après, il y a toute cette idée selon laquelle, quand on passe de l'être au genre, quand on passe de la contingence originelle à la nécessité, au devoir-faire, il y a cette espèce d'expression en permanence qui revient, où on dit que finalement, comment dire, le genre, c'est le persévérer dans l'être du devoir-faire. C'est-à-dire qu'on est passé dans la nécessité, dans le devoir-faire, d'où l'idée de la règle, les premières règles, etc. Quand il parle de l'impératif catégorique, on avait vu qu'en fait il utilise cette catégorie-là et pour signifier que dès le début il y a de la règle, que le genre définit, même dans ces petites tribus, des règles, parce qu'il faut bien se démerder, quoi, il faut bien survivre. C'est un impératif de survie. Et du coup, ça devient l'être du genre. Donc il y a de l'être même dans le genre. Et si on n'en est que là, on n'a pas résolu grand-chose, parce que dans ces cas-là, le genre se retrouve à répéter son ADN, quoi, en gros. C'est-à-dire que s'il se contente d'être juste... d'avoir juste intégré finalement par des outils ou par un embryon de praxis ce qui va lui permettre de survivre, on n'a pas avancé grandement. Et c'est peut-être d'ailleurs c'est là que ça boucle, que le Kluskar philosophe, j'ai envie de dire, boucle un petit peu avec le Kluskar sociologue, critique de 68, etc. C'est que quand il y a la possibilité pour qu'il y ait des mécanismes d'ontique qui persistent dans l'être, qui ne soient pas rendus rationnels à eux-mêmes. Et donc il y a toute une possibilité d'un montage identitaire qui peut être dangereux derrière, que dans la logique du genre, il y a des logiques d'être, en fait. Et à mon avis, la subjectivité, dans ce que je crois en comprendre, en tout cas là, à ce niveau-là, effectivement, on n'est pas dans la subjectivité, enfin, on n'est pas dans la subjectivité au sens de la créativité, au sens de très évolué. Mais c'est déjà l'ajout qui peut empêcher le montage identitaire, quoi. C'est pour ça que je parlais de Hegel, parce que la condition, c'est qu'il y ait une subjectivité libre et infinie, mais c'est le point de départ, quoi. On n'est pas encore arrivé à un niveau d'élaboration très très élevé. Et moi je le vois vraiment, il y a cette expression qui sort au début quand il dit il y a la valeur ajoutée, quoi. Finalement la subjectivité ce serait la valeur ajoutée, je sais plus quoi, mais pour moi c'est complètement aberrant comme façon de dire le truc, parce que ça fait pas très marxiste, quoi, surtout. Mais en tout cas on comprend bien ce qu'il veut dire, quoi. Il y a un ajout à l'être, mais qui peut être que le fait de la subjectivité d'un tiers résolutoire, parce que sinon le genre fait que répéter la logique de l'être, quoi. Y compris avec de la technique, y compris avec de la praxis, avec tout ce qu'on veut, quoi. Mais en tout cas, si la praxis, on donne un sens qu'est une dialectique entre la pratique et la théorie, dans ces cas-là, ça suppose une subjectivité pour ne justement pas répéter le patrimoine génétique, quoi. Depuis quelques séances, à chaque fois, on se pose la question de savoir, mais non, en fait, chez les animaux, il y a aussi de la pratique, il y a aussi des éléments de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les humains qui construisent des abris, enfin, voilà. Et je pense que ce qui manque, c'est d'élucider l'importance de la subjectivité, de voir ce qu'il désigne par là. Et là, ça apparaît que maintenant, parce que là, il pose les jalons d'une ontologie temporelle, et c'est après que ça va arriver, tout ça. Je pense que là, on n'en est pas à un niveau de la subjectivité qui est très élaboré. Moi, je le vois vraiment comme une espèce de moment résolutoire dans la dialectique, quoi. Enfin, moi, il me semble que Kluskar ne conteste pas l'idée qu'il reste de l'être dans la subjectivité. Dans le genre, c'est sûr. De là dans la subjectivité, de là à aller jusqu'à dire qu'il y a un danger à cela, je ne suis pas d'accord, parce que je dis de l'être dans le genre, hein, pas dans la subjectivité. il reste de l'être dans la subjectivité, point barre, c'est-à-dire qu'on reste des êtres vivants, avec les contraintes propres
aux êtres vivants. On appartient, ça c'est le deuxième moment, c'est le moment de la négativité apparu avec les ébauches de la production. On appartient à un genre particulier qui a cette particularité de vivre non viable, de naître non viable, et donc de devoir, c'est une métaphore ce que je dis, mais de devoir affronter un monde qui lui est hostile, et pour cela, d'accéder à une compétence particulière qui est ce que Hegel appelle la ruse, c'est-à-dire l'invention d'un chemin détourné pour régler les problèmes qu'on ne peut pas régler par les moyens mêmes du genre. Enfin, plus exactement, oui, du genre. Donc, c'est ça, la production, à mon avis, c'est ça. Et puis, cette production, elle est sous-tendue par... Elle est possible parce que il y a une intentionnalité. Mais l'intentionnalité, c'est pas une intentionnalité verbalisée. C'est la compétence, la capacité à mettre en œuvre cette compétence et à orienter une action pour sortir des lois de la répétition du genre. Pour moi, c'est ça l'intentionnalité. En ce sens, le sujet qui a... enfin, pas le sujet. L'homme est dans l'intentionnalité, dans cette phase, mais il n'est pas dans la subjectivité. Parce que la subjectivité, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré, qui va passer, comme il l'explique, par une transformation du rapport au groupe et au temps, qui est le même mouvement d'ailleurs. Et c'est pour ça que je crois que la subjectivité, c'est un produit. C'est un produit d'une évolution de la subjectivité, dont la grande caractéristique, particularité, originalité, c'est le procès de production. Il me semble. Le temps matriciel, il ne peut pas exister en dehors de l'individu en tant qu'il est individu au sein du genre. Le temps matriciel, il existe avant la subjectivité. Le temps matriciel, c'est le temps du genre. Il y avait le temps de l'être, je ne sais plus comment il appelait ça, le temps de l'être. Il y avait un nom. Devenir du devenir. Non, le devenir du devenir, c'est le temps matriciel. Oui, le temps de l'être. Mais pour moi, justement, pour moi, le temps matriciel, justement, c'est le temps de l'être. Et c'est justement le temps substance qui est le temps de l'être. Oui, t'as raison, t'as raison. Et le troisième temps sera le temps social oui, qui manifeste la subjectivité. Le temps substance qui est le temps, finalement de la praxis, quoi. Enfin, d'une première Ça praxis. me fait penser à un truc. Il y a 15 jours, tu as dit que ce serait bien si on écrivait quelque chose. Ah bah écoute. Non, mais je pense que ce qu'il faudrait qu'on écrive, on essaye d'écrire, c'est un lexique. Ça a déjà été tenté. Mais là, pour nous, on tourne autour. Ah bah écoute, alors là effectivement, tout le monde peut contribuer à ça, et puis pourquoi pas à ce moment-là rassembler oui, pourquoi pas. Non, parce que... coopération... On pitine un peu, je crois. Oui, sur les notions de temps-substance. Alors bon, c'est vrai que c'est des notions assez... C'est des vies qui s'est patenté ça. Alors non, c'est plutôt sur des notions de comment qu'il avance, comme dans ses autres bouquins, pas tellement sur celui-là. Non, parce que sur celui-là... Peut-être si, comment s'appelle-t-il, Sylvain, donc a fait peut-être des lexiques là-dessus. Marie... De toute façon, il y en a tous ceux qui travaillent sur Kluskar, je vois pas comment ils ont pu faire l'économie d'avoir de se créer leur propre lexique. Ah oui, non, tout à fait. Mais je pense que ce serait intéressant pour nous, pour réfléchir. Oui, non, c'est vrai que une fois qu'on a défriché, effectivement, d'essayer de poser les marques, les jalons
que l'on a franchi, quoi. Donc, on ne peut pas redescendre plus bas, quoi. Ça serait important, quoi. Dernier point pour ce que tu disais sur Hegel au tout début, là, tout à l'heure. Oui. Moi, il me semble, hein, et c'est très important ça pour la compréhension de Hegel, mais il me semble que la négation de la négation ne peut pas, au sens hegelien, être le simple retour Oui. à... Tu vois, c'est un dépassement, c'est une conservation en même temps, hein, c'est toujours ce doublet négativité-positivité. Et donc, effectivement, du point de vue de la logique, on est vraiment dans une pensée dialectique de type hegelien. C'est un récit hegelien qu'il fait. Mais je pense que ce qui change profondément par rapport à Hegel, c'est que l'ontologie clouscardienne, c'est l'ontologie matérialiste, l'ontologie qui repose, qui prétend se construire sur un processus objectif de praxis et pas comme étant résultant d'une grande épopée de l'esprit. Ce qu'est le marxisme, normalement. Ce qu'est le marxisme, normalement. Dans le sens où l'histoire n'est pas juste la réalisation d'une idée absolue qui se retrouve dans l'esprit après, mais c'est l'inverse, quoi. Bien sûr. Mais je disais ça parce que là, on... Chez Hegel, c'est plus compliqué que ça aussi. Ouais, dans la philosophie de l'histoire, c'est très compliqué, effectivement. Non, mais il y a moult interprétations d'Hegel, mais il y en a certaines qui ferment la pensée hegelienne. Et il y a des textes qui s'y prêtent. Hein. Il y a la fin de l'histoire chez Hegel, est-ce vraiment une fin, quoi? Est-ce qu'il y a un cap de fin dans l'histoire chez Hegel? Je ne sais pas. Il y en a un par certains côtés. C'est sûr qu'il avait le sentiment de vivre à un moment de l'histoire de l'humanité où il avait atteint le stade de l'humanité avait atteint le stade de la totalité du sens. Marx nous a aidé à sortir de ça en disant que le capitalisme était la préhistoire de l'humanité. Ouais. Il y a certains marxistes qui étaient très hegeliens de ce point de vue-là et pas très marxistes, hein, parce qu'ils ont aussi cru qu'on avait atteint la totalité. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je citais ça parce que plus tard dans le bouquin, et puis c'est là qu'à mon avis, on n'en est pas encore arrivé à l'analyse de la modernité capitaliste que Kafka a vu. Ah non, on est Parce encore... que il me semble que plus tard, et d'ailleurs pas très loin dans le bouquin, il parle du montage identitaire, justement. Et de la façon dont, quand on est arrivé dans la subjectivité, tout reste à faire, parce qu'il y a aussi des moyens de mécaniser la subjectivité. Je sais plus qui, l'année dernière, avait parlé, ou cette année peut-être d'ailleurs, je sais plus, avait dit que dans Kluskar, il y avait dans les textes de Kluskar, il y avait une compréhension presque de la cybernétique. De la façon dont les désirs et la façon dont, surtout aujourd'hui ça se voit, je veux dire avec Uber ou toutes ces conneries-là, je veux dire on montre comment est-ce que la subjectivité ou le désir peuvent être complètement mécanisés. Y compris par des gens qui se pensent libres, etc. quoi. Et donc là la subjectivité qui apparaît là, c'est le point de départ. Quoi. La subjectivité dont on parle là, à mon avis, n'est pas la subjectivité au sens moderne de sens de l'autonomie du sujet. C'est l'émergence du sujet comme capable d'initiative d'une certaine façon et de construire des représentations. Enfin, c'est compliqué à dire, mais à mon avis, hein, notre langage, il est pipé par le fait que on a quelques 20 siècles d'histoire de la question du sujet derrière nous, et pas seulement philosophique. Hein.
Et que on a tendance à confondre sujet et individu. L'individu est pour moi, l'individu, c'est un mot d'ordre. L'individu, c'est un mot d'ordre en ce sens, enfin l'individu au sens où on emploie ce terme dans les médias. Un mot d'ordre en ce sens que c'est une façon de voir la vie qui est concrétisée, sédimentée dans une figure idéologique qu'on vend à longueur de... Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu dans l'histoire moult manières de vivre la subjectivité. Hein. Foucault, là-dessus, il raconte beaucoup de choses intéressantes. La subjectivité, le fait d'être sujet, passe aussi par des phases qui sont des phases de négation de l'individualité. Pour moi, dans une société on pourrait imaginer extrêmement, comment dire, laissant très peu de place à l'individualité, la question de la subjectivité est pour autant posée de la même façon, enfin pas de la même façon, mais avec la même intensité que dans une autre société. Simplement, il y a une vision du sujet, une manière d'incarner la subjectivité, de traduire la subjectivité qui lui est propre. Et je pense que c'est plutôt cette notion générale de subjectivité dont on parle là, plutôt que la subjectivité du sujet libre, sujet libre de choisir sa paire de chaussettes et puis de voter. C'est pas ça.